Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une étude approfondie des performances de deux grands indices américains, que sont le S&P 500 et le Nasdaq 100. Et on va surtout s'intéresser à leur version avec levier, donc levier X2 en x2. Alors, ces travaux m'ont demandé beaucoup de temps et d'efforts, mais c'est à mon sens le prêt à payer pour orienter mes investissements de manière réfléchie, et je vous invite vraiment à faire la même chose. Alors, le fait de publier ces résultats m'a obligé à apporter beaucoup de rigueur dans mon approche, en améliorant la clarté des résultats pour les rendre plus faciles à débugger, donc ça c'est de mon côté, mais aussi plus digestes pour vous. Alors, il y a quelques informations, démonstrations mathématiques et plusieurs résultats intermédiaires. Alors, si ces détails ne vous intéressent pas, ce que je peux comprendre parfaitement, hein, je vous invite à consulter directement le tableau de synthèse à la fin de cette vidéo. Et pour les autres, eh bien, écoutez, je vous propose de se plonger dans cette analyse complète et qui sait peut-être d'y trouver des pistes utiles qui vous serviront pour vos propres stratégies d'investissement. Alors, c'est parti. Petite remise en jambe pour commencer sur l'effet de levier. Donc, dans la colonne de gauche sur ce tableau, vous avez l'actif financier, qui pourrait être une action, un ETF ou tout autre produit. Vous avez le capital disponible dans votre portefeuille. Vous avez ici une notion de prêt. Alors, on verra que le prêt, c'est lié à l'effet de levier, justement. La quantité achetée concernant cet actif financier. Le gain, si l'actif financier monte de 25%. La perte, si l'actif financier baisse de 25%. Le total capital dans les deux configurations précédentes. Et ici, les gains-pertes sur capital initial en pourcentage. Donc, prenons, pour simplifier, un actif financier qui vaut 100 $ et un capital disponible de 1000 $. Donc, si on se met dans une configuration classique, j'ai mis un X levier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de levier. Hein. C'est comme si vous achetiez une action, un ETF, de manière extrêmement basique chez votre broker. Donc, si votre action, on va prendre l'action pour simplifier, vaut 100 $ et que vous avez un portefeuille de 1000 $, vous pouvez en acheter 10. Donc ensuite, à partir de ça, vous avez les deux configurations que je viens de décrire. Si votre actif financier monte de 25%, et bien ce qui va se passer, c'est que votre capital va monter de 25%. Il va suivre exactement l'actif financier. S'il baisse de 25%, vous allez également baisser de 25%. Donc dans les deux cas, en valeur absolue, ça va vous faire 250 $. Donc finalement, le capital dans la meilleure configuration va monter à 1250 ou descendre à 750, en fonction si vous êtes à plus 25 ou moins 25. Et là, on voit ce qui se passe au niveau du capital. Sans surprise, ça suit ce qui se passe au niveau du sous-jacent. Maintenant, on va mettre un effet de levier 2. Donc levier 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez miser 1000 $, mais le broker, la banque, peu importe, va vous prêter 1000 $. Alors là, je n'ai pas intégré les frais les coûts d'emprunt. C'est juste pour simplifier et juste donner une notion uniquement sur l'effet de levier. Donc dans ce cas-là, au lieu de pouvoir être capable d'acheter simplement que 10 actions, vous allez pouvoir en acheter 20, donc doubler. Ensuite, si l'actif financier monte 25%, comme vous êtes doublement exposé, vous avez une exposition à 2000 $, ben finalement vous allez augmenter votre portefeuille de 500 $, ou le descendre de 500 $, dans le cas le plus défavorable. Donc votre portefeuille peut passer de 1500 $ si vous avez une augmentation de 25% sur le sous-jacent, ou descendre à 500 $ si vous avez une chute de 25% de votre actif. Donc finalement, le portefeuille va faire plus 50%, moins 50%, c'est-à-dire le double de votre sous-jacent, ce qui est logique puisque vous avez un levier 2. Maintenant, si on prend un levier 4, je pense que là tout le monde a parfaitement compris, on va emprunter 3000 $, donc ça nous fera une exposition totale de 4000 $, et là qu'est-ce qui se passe? Comme vous faites un x4, si vous avez une augmentation de votre actif financier de 25%, ben finalement votre portefeuille va s'apprécier de 1000 $, et dans le cas inverse, il va se déprécier de 1000 $. Donc cette situation plutôt sympathique, puisque de 1000 $, vous passez à 2000 $, donc vous avez doublé la valeur de votre portefeuille. Par contre, dans cet autre cas, c'est un petit peu plus problématique, parce que là, vous l'avez complètement liquidé. Donc à ce niveau-là, de deux choses l'une, soit le broker fait ce qu'on appelle un appel de marge, il vous demande des sous supplémentaires pour pouvoir tenir votre position, ou soit il solde carrément la position. Et en général, c'est ce qu'il fait, et il n'attend pas que vous soyez à moins 100%. Donc voilà grosso modo l'effet de levier dans sa plus simple expression. On continue avec la modélisation. Donc là, j'ai repris exactement la même formule que ce qu'on a vu précédemment. J'ai conservé le marché volatile. Par contre, je l'ai rendu stationnaire. Alors on verra tout à l'heure comment. Et avec des parts positifs. Donc c'est qu'on voit ici. En fait, j'ai commencé par mettre un gain avant d'appliquer une perte. Donc comment j'ai fait pour rendre le marché stationnaire?
Ben, j'ai simplement fait le calcul du gain à appliquer. Lorsqu'on a appliqué un gain de 10%, quel gain je dois appliquer pour retomber sur mon point de départ, c'est-à-dire les 1000 euros. Donc dans ce cas-là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, comme on a commencé par un gain, eh bien, pour revenir à l'état initial, il faut appliquer une perte pas tout à fait égale à 10%, et dans ce cas-là, alors je laisserai faire le calcul, hein, c'est 9%, et on retombe exactement sur les 1000 euros. Autrement dit, si on fait le produit de ces deux termes-là, on a quelque chose qui est égal à 1. Donc ensuite, je recommence le cycle, c'est-à-dire j'ajoute les 10%, c'est ce que je fais là, donc je passe à 1100, c'est-à-dire que je reviens là, ce qui est complètement logique, puisque ce produit-là est égal à 1, et je continue l'opération de bout en bout. Donc, autrement dit, dans ce cas-là, j'ai une alternance de 1100, 1000, 1100, 1000, etc., etc. Maintenant, regardons ce qui se passe quand on applique un levier 2. Donc, comme là, j'ai augmenté de 10%, ici, j'augmente de 20%, puisque j'ai un levier 2, donc j'arrive à 1200. Ensuite, ici, je multiplie par 2 ce 9%, donc là, j'arrive à 18%, on arrive à 982. Et ensuite, je continue l'opération, je multiplie par 1 plus 0,2, qui correspond au double de ce qu'on avait là, etc., etc. Voilà. Et si on regarde maintenant au niveau du graphique ce que ça donne, donc au départ, alors ce qui fait la grosse différence par rapport à précédemment, c'est que j'ai pris un départ positif. Donc on voit que, alors je vous rappelle qu'en bleu, c'est le sans levier, et en orange, là, c'est avec un levier 2. Donc au début, le levier 2 est bien en tête, et petit à petit, qu'est-ce qui se passe? On voit que le levier simple reste constant, c'était l'objectif, hein, il tourne autour de 2000 euros. Par contre, le levier 2, ce qu'on voit, c'est qu'on a une décroissance progressive au fil du temps. C'est-à-dire qu'on est en train d'éroder gentiment le capital. Et là, j'ai fait, pareil, la simulation sur un mois. Donc là, déjà, on voit que dans un marché volatile, dès qu'on applique un levier, si on n'a pas de croissance du marché, on est sûr que le levier qui est supérieur à 1 va faire une performance qui sera moins bonne que l'achat en direct de l'actif. Donc là, on a déjà fait deux remarques assez intéressantes. Là, on a un petit peu pressenti les choses. Maintenant, ce qui serait bien, c'est d'essayer de généraliser pour voir un petit peu les grandes tendances. Donc là, c'est ce que je vous propose de faire à travers cette slide-là. Je me suis mis dans la même hypothèse que précédemment, c'est-à-dire que je suis dans un marché volatile stationnaire. Alors volatile, ça veut dire que c'est un marché qui bouge. Bon, de toute façon, c'est toujours le cas. Et stationnaire, ça veut dire que je me suis arrangé pour que, quelles que soient les fluctuations, lorsqu'on n'a pas de levier, eh ben, la valeur du portefeuille reste équivalente de bout en bout, quelle que soit la durée. C'est un petit peu la courbe qu'on voit là. J'ai pris, bon, bien évidemment, les mêmes formules que ce qu'on a utilisé précédemment. Donc, si je m'intéresse davantage à ce petit graphique, ici, j'ai la valeur de mon portefeuille. Alors, j'ai mis 100 parce que ça m'arrange bien. 100, ça permet de faire des pourcentages en direct, etc. Mais après, il suffit de faire de la règle de 3 pour appliquer ça à n'importe quelle valeur de portefeuille. Ici, vous avez la dépréciation de votre portefeuille en fonction du temps en jours et de la volatilité. Alors, le temps, je l'ai borné à 720 jours, ça correspond à peu près à 2 ans. C'est à peu près la moyenne de ce qu'on peut rencontrer en termes de stationnarité sur les marchés traditionnels, en tous les cas ceux qui m'intéressent. Et ici, donc, vous avez les différentes courbes en fonction des différentes volatilités. Donc, lorsque vous avez un levier 2, parce que si vous n'avez pas de levier, votre portefeuille reste constant, je l'ai dit tout à l'heure, il est ici. Donc, si vous avez une faible volatilité, donc vous avez une très faible dépréciation, par exemple ici à 0,5%, on a une dépréciation qui correspond à cette courbe-là. Ensuite, à 1%, on est ici, 1,5%, etc. Et lorsqu'on est à 5%, on est ici. Donc, on voit clairement une fonction, la dépréciation du portefeuille est fonction à la fois de la volatilité et du temps. Alors, ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai répliqué pour des valeurs singulières les valeurs, j'ai rassemblé les valeurs dans un tableau à la moitié de la temporalité, c'est-à-dire là, j'ai évalué la dépréciation du portefeuille au bout d'un an, c'est-à-dire la moitié de la période, et au bout de 2 ans. Donc si on s'intéresse à la partie où il y a 0% de volatilité, bon ben, le portefeuille ne bouge pas, le slippage sur un an, que ce soit sur un an ou sur 2 ans, il n'y a rien qui bouge, parce que c'est normal, votre portefeuille, il est clampé à 100 $ ou euros, et vous avez un gain qui est nul de bout en bout. Donc n'importe quel levier multiplié par 0, ça fait 0, donc le portefeuille ne bouge pas. Dès que vous commencez à avoir de la volatilité, ça y est, vous commencez à avoir des dépréciations. Alors, on va s'intéresser au cas où on est à 5%. Alors pourquoi? Parce que c'est celui qui est le plus percutant, même si, je le rappelle, 5% en journalier, c'est pas des
des volatilités qu'on trouve de manière courante, et en tous les cas pas sur les actifs qui m'intéressent. On le verra tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Nasdaq et le S&P 500, parce que c'est là où on trouve le plus facilement des produits financiers avec des leviers, et notamment le levier x2. Donc, pour le Nasdaq et le S&P 500, on est plutôt dans ces zones-là, mais juste pour marquer un peu les esprits, on va se mettre à une hypothèse de 5%. Au bout d'un moment, ce qu'on s'aperçoit, c'est que notre dépréciation, elle est de 58%, mettons 60%, c'est-à-dire qu'il nous reste 40% au niveau de notre portefeuille. Ça veut dire quoi concrètement? C'est que si vous voulez vous refaire, c'est-à-dire ramener votre portefeuille à sa valeur initiale, et bien pour passer de 40% de votre portefeuille à 100%, c'est pas 58% qu'il faut appliquer, hein. C'est quelque chose comme 130 à 140%. Donc on voit que c'est assez significatif, mais c'est pas là le pire. Si vous mettez à 2 ans, il vous reste que 18% de la valeur initiale de votre portefeuille. C'est-à-dire que là, vous avez perdu 82% de votre portefeuille. Et pour vous refaire, là, c'est plutôt quelque chose comme 400%. Donc, là, on voit que psychologiquement, c'est quelque chose qui peut être très dur à supporter. Enfin, moi, personnellement, j'aurais beaucoup de mal. Sauf que, je vous le rappelle, nous, on est plutôt dans cette zone-là. C'est-à-dire que si on se met dans la pire des configurations, avec un marché stationnaire, pour un actif sans levier, avec un x2, un levier x2, vous allez perdre jusqu'à 20%, et là vous allez perdre jusqu'à 35%. C'est encore tenable, mais je le rappelle, le marché est stationnaire, il n'est pas baissier. C'est-à-dire que s'il est baissier, les chiffres ici seront beaucoup plus importants. Donc effectivement, quand on voit ça, on dit le marché fait rien, et moi, malgré tout, je perds de l'argent. Donc on pourrait plier l'affaire et arrêter la présentation ici et se dire... finalement, c'est vraiment pas intéressant et on passe à autre chose. Sauf qu'on va regarder concrètement ce qui se passe avec des cas pratiques réels, tels que le Nasdaq et le S&P 500. Donc maintenant qu'on a vu le côté théorique, on va basculer du côté pratique qui va être beaucoup plus intéressant et surtout beaucoup plus proche de la réalité, puisque là j'ai pris deux actifs financiers qui existent en réel. Donc là, j'ai pris un ETF qui représente le panier d'actions du S&P 500. Donc je rappelle, le S&P 500, ce sont les 500 plus grandes capitalisations boursières du marché américain. Et le SSO, c'est la même chose que le S&P 500, sauf que on a l'application d'un levier x2 sur toutes les performances quotidiennes du S&P 500. Autrement dit, lorsque le S&P 500 fait 1%, le SSO fera 2%. Si le S&P 500 baisse de 1%, le SSO baissera de 2%. Donc là, on a la performance en fonction de l'étendue temporelle qui va de 2007 à 2024, fin 2024, date à laquelle je fais cette vidéo. Alors j'aurais bien aimé prendre des dates antérieures à 2007, mais malheureusement j'en ai pas pour le SSO, car je pense que le produit a dû être créé aux alentours de 2007, mais bon, ça donne déjà une bonne représentation, puisque là on doit englober au moins trois cycles boursiers. Donc maintenant, si on regarde les performances de ces deux actifs, donc le S&P 500, c'est la courbe rouge, c'est ce qui est marqué là, et le SSO, donc levier 2, c'est la courbe bleue. Donc si on regarde côté droit, qu'est-ce qu'on constate? C'est que le S&P 500, lui, il a fait en bout de course, c'est-à-dire là, en une petite vingtaine d'années, il a fait 300%, et le S&P 500 en levier x2, il a fait 900%. Donc on voit effectivement... Là, le SSO coche toutes les cases sur la partie droite si on a fait notre investissement à cet endroit-là. Maintenant, il y a autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que si vous faites votre investissement en 2007 et que vous désirez sortir au bout de 3 ans, et bien qu'est-ce qui se passe 7, 8, 9, voilà, mettons ici, bon, on va se mettre là par exemple en 2009, vous voulez sortir 2 ans plus tard, et bien là, vous avez perdu de l'argent sur votre capital initial. Alors je n'ai pas la vraie valeur, mais ce sera un petit peu mieux quantifié juste après, il y a quelques slides là-dessus. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'avec vos leviers 2, vous avez perdu quasiment plus du double de ce que vous avez perdu sur le S&P 500. Donc encore une fois, on verra pour les chiffres précis tout à l'heure. Donc dans cette période-là, c'était pas forcément une bonne idée d'injecter son capital dans le SSO, surtout si on voulait faire une sortie à court terme. Autre chose qu'on peut constater, donc ça pour ça il me faut un petit marqueur, je pense que je dois voir ça ici, c'est que si vous prenez la performance du S&P 500, c'est la courbe rouge. Vous partez en territoire négatif, si vous regardez ici, là vous êtes, bon, on peut considérer que vous êtes quasiment positif, ça c'est la crise financière, vous commencez à partir en territoire négatif ici, et vous allez refaire surface, on va dire à peu près, mettons à peu près là, voilà, là c'est encore un petit peu creusé, mais bon, voilà. Ça, vous allez rester 1, 2, 3, à peu près 3 ans en territoire négatif,
si vous avez injecté votre capital sur le S&P 500 direct sans levier. Par contre, si vous injectez votre capital sur les SSO, c'est à peu près ici que vous repassez en territoire positif, c'est-à-dire quasiment une année de plus. Donc voilà, ça c'est aussi des choses à intégrer. C'est-à-dire que sur cette période-là, de 2007 à 2013, eh ben voilà, c'était un petit peu kiff-kiff, enfin c'était un petit peu la même chose, hein, entre le S&P 500 et les SSO, c'est-à-dire que la performance, c'était globalement, ça a toujours été meilleur pour le S&P 500. Et pourquoi? Rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, ici on a un marché baissier, et les marchés baissiers sont absolument pas favorables aux actifs financiers à effet de levier. Par contre, si vous êtes patient, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on constate de manière générale en bourse, eh bien votre capital va largement plus s'apprécier avec un x2, mais là vous êtes resté sur le marché pendant 20 ans. Voilà. Donc voilà la première remarque qu'on peut tirer de ça. Juste après, c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu précédemment, j'ai juste fait le différentiel de performance, où vous voyez bien en fait entre quelle période et quelle période il faut accepter de ne pas gagner d'argent. Là, c'est la performance du SSO moins la performance du S&P 500. C'est-à-dire que là, la performance de votre S&P 500 en levier x2, elle sera moins bonne que le S&P 500 pendant toute cette période, c'est-à-dire à peu près 5 ans. Voilà. Et après, ça commence à se détacher. Là, le SSO est bien plus performant que le S&P 500. Même exercice avec le QLD, qui est la version à levier du Nasdaq, levier x2. Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais le SSO est fourni par ProShare et les frais sont à peu près de 0,9%. C'est à peu près la même chose pour le QLD. Donc là, on voit les performances. Alors, ici, ce sera un petit peu difficile pour moi de vous dire quel est le drawdown maximum, etc. La période d'investissement démarre également en 2007, mais on va voir tout à l'heure. J'ai fait des tableaux récapitulatifs de ces différents paramètres. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Alors, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on a vu avec le S&P 500, et c'est normal. Le Nasdaq est beaucoup plus dynamique que le S&P 500, déjà parce qu'il a moins d'entreprises, ce sont des entreprises à forte valeur technologique, donc qui sont extrêmement volatiles et extrêmement avec des croissances relativement rapides. Donc là, si vous prenez le Nasdaq en vif, sans effet de levier, donc vous êtes à peu près à 1000%. Alors 1000%, c'est pas des grand-chose. Hein. En gros, vous avez fait à peu près un x10 sur votre capital. Et si vous le prenez avec l'effet de levier, vous avez fait quasiment un x45. Voilà. Alors, encore une fois, ça dépend de l'endroit où vous allez rentrer, etc., etc. Donc ça, on va le voir un petit peu plus en détail juste après. Ici, c'est le différentiel. Donc effectivement, on peut se laisser éblouir par cette courbe-là qui montre que l'écart entre la version levier x2 et le Nasdaq de base, ben, le surcroît en performance est vraiment significatif. Donc là, on doit être à peu près à 35 fois plus élevé que ce qu'on peut obtenir avec le Nasdaq. Alors effectivement, si on regarde la partie droite de cette courbe, ça paraît très séduisant, parce que on est tout le temps en gain et en gain vraiment significatif. Mais moi, à ce stade-là, je crois que les informations n'étaient pas suffisantes. Et ce que je voulais faire, c'était évaluer quelle serait la performance de mon portefeuille en fonction du point d'entrée et également en fonction de ma durée de détention. Parce que là, effectivement, on a une très très belle performance, mais sur une durée qui approche les 20 ans. Bon, 20 ans, ça commence à faire. Enfin, tout dépend de l'âge que vous avez, mais voilà. En ce qui me concerne, ça peut commencer à être un petit peu élevé. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est simuler pour des points d'entrée différents et avec des largeurs de fenêtres différentes. Et avant de vous donner les résultats, je vais vous montrer ma procédure de calcul. Donc là, il y a un petit préambule. Donc là, il faut imaginer un actif financier qui progresse de manière linéaire croissante, c'est pour simplifier. Et surtout expliquer clairement la manière dont j'ai procédé pour faire mes calculs sous forme de fenêtre temporelle glissante. Donc j'ai considéré la durée de détention de mon actif, qui correspond à la largeur de cette flèche-là, et qui correspond à W pour Windows, et j'ai considéré plusieurs points d'entrée. Et donc ce que je fais, c'est que je garde ma fenêtre constante et je décale de 1 en 1, et à chaque fois je fais mon petit calcul de delta. C'est-à-dire dans ce cas précis, si par exemple je rentre en X1 et que je sors en X1 plus W, bah le gain que je vais faire, c'est le delta qu'il y a entre là et là. Autrement dit, c'est le delta qu'il y a entre Y indice 1 plus W
moins Y indice 1, donc typiquement c'est ce qui est marqué là, divisé par Y1. Donc ça c'est le taux d'accroissement de mon portefeuille. Alors si je me décale, je vais procéder à ce deuxième calcul. Alors il se trouve que là, comme c'est une fonction linéaire, ben, ça va être la même valeur, mais on pourrait imaginer que ça fluctue si j'avais des cours qui fluctuaient, comme c'est le cas avec la plupart des actifs financiers. Donc voilà. Donc la première chose que je vais faire, c'est de définir une durée de détention de mon actif, et ensuite je vais faire bouger les points d'entrée. Et je vais regarder un petit peu les différents résultats en termes de gains, de pertes, etc. Donc ça, je vous ai fait l'exemple dans le cas où on a une pente positive. Donc là, forcément, on a quelque chose qui croît, donc la quantité est positive. Donc je vais avoir plus K. Donc ça va être un petit peu le coefficient directeur de ce que je vais avoir comme gain supplémentaire sur mon portefeuille. Et là, je vous ai fait une pente négative, avec bien évidemment, si vous faites le calcul du delta, eh ben, tout va être renversé. Et du coup, je vais me retrouver avec moins K. Donc voilà, ça c'est le cas où vous êtes en perte parce que vous avez un actif qui décroît, et ça c'est le cas où vous êtes en gain parce que vous avez un actif qui croît. Je pense que vous avez compris le principe du point d'entrée qui varie pour une même fenêtre, je fais varier de bout en bout, et de la largeur de fenêtre qui va également varier. On passe à l'application numérique de ce que je viens d'expliquer concernant la fenêtre temporelle glissante sur les deux actifs qu'on a déjà vus, donc le SSO et le S&P 500. SSO c'est le levier 2 par rapport au S&P 500. Juste pour ceux que ça intéresse, les outils qui ont été utilisés, c'est Python pour faire toute la partie extraction et calcul, et Excel pour la mise en page des différentes planches. Donc ici on retrouve notre fenêtre. Donc là ici j'ai une fenêtre de 5 jours, là une fenêtre de 63 jours, donc là c'est une semaine, là c'est à peu près 2 mois, là c'est 6 mois, là c'est une année complète, et il y a encore une autre slide avec 4 autres planches où je vais augmenter la durée temporelle de la fenêtre. Et à partir de ces graphiques-là, j'ai extrait 3 métriques, donc le gain du SSO par rapport au S&P 500. Une autre métrique assez intéressante, c'est quelle est la fréquence qui correspond au moment où mon portefeuille est passé en négatif. Donc là, c'est un pourcentage par rapport à tous les calculs qui ont été réalisés. Donc j'ai pris toutes les valeurs du portefeuille pour lesquelles la valeur est inférieure à 0, je les ai comptées et j'ai fait un ratio par rapport à tous les calculs. Juste pour mémoire, même si on l'a expliqué juste précédemment, pour faire ce type de calcul avec une fenêtre de 5 jours, comment je procède? Je prends la première valeur, donc là de 2007, donc ça va être le 1er janvier 2007, donc 1er janvier, c'est pas le 1er janvier parce que c'est férié, donc ça va être le 2. Ensuite, j'ajoute 5 jours, donc ça va me faire le 7 janvier. Alors c'est des jours ouvrés, mais pour faire simple, on va considérer que c'est le 7 janvier. Je prends la valeur au 7 janvier, je regarde ce que j'avais au 2 janvier, et je fais le ratio des deux, et je regarde si je suis en gain ou en perte, et c'est ce que je vais tracer ici pour le premier point. Ensuite, je me décale d'une journée, je vais prendre la valeur correspondant au jour 8, et que je vais mettre en balance avec la valeur que j'avais au niveau du S&P 500 ou du SSO sur la journée 3. Et pareil, je fais mon ratio, mon petit calcul, et je fais ça de proche en proche jusqu'à la fin. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le SSO avec une fenêtre de 5 jours, si je fais glisser ma fenêtre jusqu'au bout, donc de 2007 à 2025, j'ai un surcroît de gain, en prenant le gain moyen, de 0,2% par rapport au S&P 500. Ensuite, ici, on voit que mon portefeuille est en négatif à hauteur de 41% par rapport à tous les calculs que j'ai pu réaliser. Et ça, c'est la plage qui correspond au nombre de jours consécutifs pendant lequel maximum pendant lequel mon portefeuille est passé en négatif. Donc là, je suis à 29 pour la SSO, ce qui est un peu logique, ça correspond un peu à ce qu'on avait vu précédemment. Donc on reste plus souvent dans la portion négative quand on est en marché baissier avec l'actif en levier 2 par rapport à l'actif vif, le S&P 500 ici en l'occurrence. Voilà. Donc, là, pour la version 5 jours, voilà les résultats qu'on obtient. Ensuite, j'augmente, je passe à 63 jours, donc à peu près 2 mois. Donc là, notre portefeuille est en négatif pendant 30% du temps. Là, j'augmente le nombre de jours pendant lesquels mon portefeuille va rester en négatif de manière consécutive. Donc là, ça veut dire ça fait à peu près 7 à 8 mois. Ici, on est passé avec une fenêtre de 126 jours. Donc ce qu'on s'aperçoit, c'est que le gain du SSO par rapport au S&P 500 en moyenne augmente. Donc on est à 4,5%, on est à 4,8% contre 2,3% précédemment pour le 2 mois. Par contre là, on reste en négatif pendant plus longtemps.
On continue à avancer, le gain est plus important. Là, par contre, ici, on peut rester en négatif pendant 445 jours, donc ça représente pas loin de 2 ans. Donc, en fait, si on regarde le graphique, on voit clairement où est-ce qu'elle est, cette zone. Hein. Elle est ici. Elle est entre 2007 et un petit peu avant 2009. Donc, toute cette période-là, c'est ce que vous voyez là. Donc, on continue. Alors après, il y aura un récapitulatif. Hein, ce sera beaucoup plus simple à comprendre. Donc, là, ici, je suis passé à 2 ans. Donc là, le gain du SSO a encore augmenté par rapport au S&P 500. On est 21%. Là, on reste tanké à 2 ans. Par contre, la période pendant laquelle notre portefeuille est en négatif par rapport à toutes les acquisitions, c'est de l'ordre de 18 à 13%. Donc on voit clairement ici où sont ces zones-là. Donc on a une partie ici, on en a une partie ici, on en a une partie ici. Donc tout ça, ça représente 18% pour le SSO et 13% pour le S&P 500. On continue, là ce qu'on voit c'est qu'on augmente la période et en fait on est de moins en moins en négatif. Donc là on est passé à 12% contre 18 ici sur une période de 2 ans. Et là 6%. Et la période consécutive pendant laquelle le portefeuille est resté en négatif reste à peu près équivalente. Donc là, on est à peu près également sur 2 ans, un petit peu moins de 2 ans. On augmente la période à 4 ans, ben là, ça diminue encore. La période pendant laquelle le portefeuille est en négatif. Donc on voit en fait que cette courbe est en train de remonter. Et on a un gain qui est de 51% du SSO par rapport à S&P 500. On augmente encore 5 ans. Et là, 5 ans, à partir de 5 ans, on commence à développer un cycle boursier complet. Et là, on s'aperçoit que cette période ici, en fait, diminue, est passée à 263, avec un gain avec une valeur de portefeuille en moyenne de l'ordre de 8%. Donc la valeur de portefeuille est en tout de 0, 8% du temps, contre 5% sur le S&P 500, mais par contre avec un gain vraiment significatif, 72%. Donc voilà pour le S&P 500. Maintenant, on peut faire le même exercice sur le Nasdaq. Donc le Nasdaq, alors je vais aller un petit peu plus vite. Hein. Là, on est à 0,3%. Avec, là, ça correspond à peu près à ce qu'on avait au niveau du S&P 500. La valeur du portefeuille est négative pendant 41% du temps, avec une période consécutive de 19. On continue, 63. Donc le gain ici augmente du QLD par rapport au Nasdaq, 3,4. Ici, la durée pendant laquelle le portefeuille est en dessous de 0 a un petit peu diminué par rapport à précédemment. Voilà, ça c'est la période consécutive, donc on va aller assez vite. Ensuite, on voit par contre que le gain augmente progressivement. Là, la durée consécutive pendant laquelle le portefeuille est en dessous de 0 augmente aussi. Il augmente avec la durée. Par contre, ce qui va être assez intéressant, c'est qu'on continue à voir effectivement que le gain augmente là, sur le QLD par rapport au Nasdaq. Par contre, là, ce qui devient intéressant, c'est que là, lorsqu'on est passé à 5 ans sur le Nasdaq, on s'aperçoit que la période pendant laquelle le portefeuille est passé en négatif est de 0% pour le SSO et 0% pour le S&P 500, parce que le Nasdaq est une fonction beaucoup plus, avec une pente beaucoup plus élevée que le S&P 500, c'est-à-dire que le Nasdaq est beaucoup plus dynamique que le S&P 500 et monte beaucoup plus vite. Donc là, la courbe, elle est passée largement. Elle est passée au-dessus du zéro, et là, le portefeuille est toujours en positif sur une période de 5 ans, avec un gain sur la version avec levier x2, donc le QLD, de 136% par rapport au Nasdaq. Voilà. Et là, la plage maximum pendant laquelle on est resté en dessous de zéro, c'est de 11 jours. Mais il faut tenir ses positions pendant 5 ans. Maintenant qu'on a vu pas mal de résultats partiels, il serait intéressant de faire une synthèse de tout ça à travers quelques graphiques que je vais vous présenter. Donc là, on va commencer par analyser le SSO versus le S&P 500. Donc le premier graphique, c'est la moyenne des performances en pourcentage en fonction de la durée d'investissement. Donc ici, vous avez la performance de votre portefeuille en fonction de la durée d'investissement. Alors jusqu'à maintenant, on a vu, alors ça c'est des années, hein, 1 année, 2 années, 3 années, etc. Jusqu'à maintenant, tous les graphes qu'on a vus précédemment sont arrêtés à 5 ans. Donc là, j'étais au-delà, mais on verra un petit peu pourquoi tout à l'heure. Donc la courbe en bleu, c'est la courbe qui correspond au S&P 500. Donc c'est celle qui a le moins de pente. Et la courbe en rouge, c'est celle qui correspond au SSO, donc le S&P 500 en levier x2. Ce que j'ai fait ensuite, c'est faire une droite de régression là-dessus. J'ai déterminé le coefficient directeur. C'est ce qui m'a donné le taux d'accroissement du gain par an. Donc là, ce qu'on peut constater, c'est qu'on est à 24,6% par an en ce qui concerne le SSO, donc levier 2, et la pente du SP500 est de l'ordre de 9,1%. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on peut rencontrer dans les publications. Ça, c'est le taux d'accroissement du S&P 500 classique.
Et ce qu'on peut refaire en première remarque, c'est que si vous faites le ratio entre 24,6 et 9,1, ben on est un petit peu plus que 2. Donc on verra tout à l'heure, on est aux alentours de 2,7. Donc voilà pour cette première courbe. On continue. Donc ici, je vous ai fait 4 graphiques. On va commencer par celui qui est à gauche. Rappelez-vous les métriques qu'on a sorties tout à l'heure sur chacun des petites planches que je vous ai présentées. C'était le gain, le pourcentage qui correspond au temps où le portefeuille est passé en territoire négatif. Donc là où le gain est inférieur à 0. Donc là, c'est ce qui est donné en pourcentage là, en fonction de la durée d'investissement. Donc ce qu'on avait vu, c'est qu'effectivement, pour des petites durées d'investissement, donc on a commencé à 5 jours, on a un taux d'occupation du territoire négatif qui est de l'ordre de 40%. Par contre, au fur et à mesure qu'on ouvre notre plage d'investissement, notre plage temporelle d'investissement, eh bien, on a ce taux qui descend, descend de manière progressive. Et en fait, on trouve 2 bornes. Donc si on prend la courbe rouge qui correspond au S&P 500, on a la première borne à 6 années. Voilà. Et si on prend le SSO, donc levier 2, on a une borne qui est à 7 ans. Donc 1 an de plus par rapport au S&P 500, ce qui est parfaitement logique, c'est ce qu'on a vu par rapport à l'effet de levier. Ensuite, on continue. Ici, on a analysé la meilleure performance en fonction des durées d'investissement. C'est-à-dire que sur tous les calculs qui ont été faits, on a regardé quelle était la meilleure performance. En fonction de... Enfin, pas en fonction, c'est... on a pris toutes les positions de la fenêtre glissante et on a regardé quelle était la meilleure performance dans chacune des configurations, c'est-à-dire sur 1 an d'investissement, 2 ans, 3 ans, etc., etc. Donc là, on voit qu'on est passé par un pic à 800% à cet endroit-là, au bout de 6 ans. Alors que sur le S&P 500, donc la courbe bleue, c'est le S&P 500, on était à 200%. Donc là, on voit qu'on a fait 4 fois mieux. Alors, un autre paramètre extrêmement intéressant, parce que c'est là où l'émotivité va entrer en ligne de compte, c'est le côté psychologique qui va entrer en ligne de compte. Ça, ce sont les pertes maximum qu'on a pu avoir en fonction des 2 configurations, S&P 500 et S&P 500 levier 2. Donc là, on voit qu'on est resté en perte au maximum jusqu'à 17 mois, et pour les 2 configurations, S&P 500 et SSO. Par contre, le SSO est resté un petit peu plus longtemps, donc avec des durées supérieures où le portefeuille est resté en négatif. Le S&P 500 s'est récupéré beaucoup plus vite, toujours avec ce petit décalage de 1 année. Alors, ce que ça veut dire, ça également, c'est qu'effectivement, ce qu'on voit là, c'est qu'au-delà de 6 ans, on sait qu'avec le S&P 500, on ne fera pas de perte, enfin, on ne fera pas de perte. Si on se base sur un historique qui va de 2007 à début 2025, ça fait quand même 3 cycles, à peu près 3 cycles boursiers, donc ça commence à devenir assez significatif. Et donc là, pour la version avec levier, il faudra attendre 7 ans pour avoir un portefeuille qui soit de manière à peu près certaine en territoire positif. Ensuite, il faut regarder aussi l'aspect drawdown, donc ça, le côté psychologique entre encore plus en ligne de compte, puisque là, par exemple, si vous prenez la configuration avec le S&P 500, il faut être capable émotionnellement de tenir un drawdown de 50%, c'est typiquement ce qui s'est passé ici, là, au bout de 2 ans, c'est là où on a eu le maximum en valeur absolue de drawdown. Le SSO, lui, est passé à peu près à moins 80%, c'est-à-dire que là, vous avez perdu 80% de votre portefeuille. Et petit à petit, vous récupérez jusqu'à ces fameuses dates clés, que sont le 6 ans pour le S&P 500 et 7 ans, 6 ans et 7 ans pour le SSO. On fait exactement le même type de raisonnement, mais ce coup-ci on l'applique au QLD versus Nasdaq. Je ne vous refais pas le descriptif du graphique, je pense que vous avez bien compris. Là par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'au lieu d'avoir 9,1 comme on avait sur le S&P 500, on est à 17% de gains par an. Et ici, on est à 49%, donc là également, on est au-delà de 2 en termes de ratio. Sur le QLD versus le Nasdaq, on doit être à 2,9, 8 ou 9 à cet endroit-là. Donc toujours une croissance à peu près homogène. On continue. Ici, alors c'est assez intéressant parce que rappelez-vous, le Nasdaq, c'était entre 6 et 7 ans. Alors que là, on retrouve, hein, le Nasdaq, c'est la courbe rouge, et le QLD, donc, qui est le X2 du Nasdaq, c'est la courbe bleue. Donc là, comme d'habitude, petite fenêtre, on a un gros pourcentage du temps qui correspond au fait que notre portefeuille est en territoire négatif. Ensuite, ça décrémente. Et par contre, à partir de 4 ans, lorsque vous êtes sur le Nasdaq, vous êtes à peu près certain, enfin, dans cette plage temporelle, d'être en positif. Et il faudra attendre 5 ans, 5 à 6 ans, on verra ici ce qu'il y a un petit décrochage, 5 à 6 ans pour la version QLD, donc le X2 du Nasdaq.
Voilà. La meilleure performance ici, on l'a obtenue. Alors regardez, les ordres de grandeur, c'est quand même beaucoup plus, enfin, c'est quand même assez supérieur par rapport à ce qu'on a pu voir avec le S&P 500. Là, on est à 1500% avec la version QLD contre, alors je sais pas, peut-être 400% ici. Donc là, on voit quand même l'effet démultiplicateur. Là, c'est lié à deux choses. C'est lié effectivement qu'il y a la multiplication par deux. Il y a aussi le fait que le Nasdaq croît beaucoup plus vite que le S&P 500 parce que d'une part, il intègre moins de sociétés, mais en plus, ce sont des valeurs technologiques qui bougent beaucoup. Et comme la technologie a pas mal le vent en poupe ces dernières années, ceci explique cela. Et alors ensuite, si on regarde ici, maintenant ce qu'il va falloir pouvoir encaisser, quelle est la durée maximum qu'il va falloir pouvoir être capable d'encaisser pour faire en sorte que votre portefeuille se retrouve en territoire positif, ben là c'est maximum 1 an pour le Nasdaq de base. Le Nasdaq multiplié par 2, ça pourra monter jusqu'à enfin, entre 1 an et 1 an et demi. Bon là, je ne sais pas combien ça fait, peut-être 18 mois. Et on retrouve ces fameuses durées d'investissement clés que sont le 4 ans ici et le 5-6 ans pour le 4 ans pour le Nasdaq et 5-6 ans pour le QLD. Ici, le drawdown maximum qu'il va falloir pour encaisser. Donc sur le Nasdaq, ça va être de l'ordre de 50%. Et sur le QLD, on va être aux alentours de 80%. Ok, donc là on arrive au terme de ces travaux. Alors j'étais parti pour faire une conclusion sous forme de phrase. Finalement, je me suis dit qu'un tableau de synthèse était bien plus parlant. Donc là, j'ai repris les principaux résultats qu'on vient de voir. Et j'ai mis en regard le S&P 500, sa version en levier 2, le Nasdaq, sa version en levier 2 également. Donc ici, vous avez la durée d'investissement minimum, c'est-à-dire que si vous dépassez une durée de 6 ans, vous êtes sûr que votre portefeuille ne sera pas en perte. Attention, hein, c'est pour la période 2007 à, on va dire, début 2025. Là, il faudra attendre 7 ans pour la version en x2. Ensuite, vous avez la durée max en perte. Donc là, au maximum, vous allez potentiellement devoir attendre 20 mois avant que votre portefeuille repasse en positif. Alors attention, ça c'est dans le pire des cas. Alors c'est 20 mois également pour le SPX2. Je pense que ça va être une coïncidence par rapport au profil de gain du SSO. Par contre, si on fait un calcul de la durée moyenne en perte, donc ça c'est ramené au nombre d'années où vous êtes en perte. Donc là, on est à 10 mois contre 12 mois. C'est plus long pour le X2, ce qui paraît logique. Le drawdown maximum, là, il est de moins 52. C'est-à-dire qu'il va falloir être capable d'encaisser une division par 2 de son portefeuille en termes de performance. Mais non pas en termes de performance, c'est que vous avez eu la valeur de votre portefeuille. Si vous avez mis 10 000, vous vous retrouvez avec 5 000. Là, par contre, c'est 80%, c'est-à-dire 30% de plus que ce que vous aviez avec le S&P 500, donc sans levier. La performance moyenne ici, vous êtes à 9,1 et là, vous êtes à 24. C'est-à-dire que le rapport entre les deux, il est de l'ordre de 2,7. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient avec le S&P 500. Alors le Nasdaq, j'étais assez surpris, mais c'est assez intéressant. Donc le Nasdaq seul, sans levier, la durée d'investissement minimum doit être d'au moins 4 ans pour être sûr d'avoir un portefeuille qui commence à faire du bénéfice. Ensuite, vous avez une durée max en perte qui est de 1 an. Et vous avez, en moyenne, c'est plutôt 4 mois. Voilà. Ici, le drawdown maximum est de moins 48. On est quasiment au même niveau que le S&P 500. Là, c'est pareil, je m'attendais à ce que le Nasdaq ait un drawdown supérieur, parce qu'il est beaucoup plus dynamique, mais c'est compensé par le fait qu'il est aussi beaucoup plus haussier. Donc ça compenserait assez facilement, enfin, ça rattrape assez rapidement le drawdown. Et la performance moyenne du Nasdaq est de l'ordre de 17%. Alors maintenant, si on regarde sa version en X2, en levier 2, donc là de 4 ans vous passez à 6 ans, donc l'écart entre le 4 ans et le 6 ans est plus important que ce que vous aviez entre le 6 et le 7 ans, mais malgré tout, le talon est assez bas, vous êtes à 4 contre 6 ici. Dans tous les cas de figure, même le 6 ans ici est au moins équivalent aux 6 ans du S&P 500, donc ça c'est plutôt intéressant. Là, on a dit donc 1 an contre 16 mois, donc là vous avez un tiers de plus par rapport à ce que vous aviez précédemment. Le Nasdaq, la perte moyenne, on l'a dit, c'est 4 mois ici, là vous êtes à 6 mois, vous rajoutez 2 mois. Le drawdown, il est de moins 78% contre 48 sur le Nasdaq. Là on a quasiment 50 et là on est à quasiment 80. Donc on retrouve un petit peu ce qu'on avait sur le S&P 500. Par contre la performance, sur le Nasdaq vous êtes à 17%, alors que là au niveau du S&P 500 vous étiez à 9,1, donc quasiment là vous avez le double.
Et par contre, si vous prenez le QLD, donc avec levier, vous êtes à 49%. Donc là, le ratio entre 24,6 et 9,1, c'était de l'ordre de 2,7. Là, vous êtes de l'ordre de 2,9. Voilà. Donc, alors, moi, j'en ai terminé avec cette présentation. Alors, je vais rappeler ce que j'ai dit en introduction, c'est-à-dire que ces travaux, c'est une comparaison du S&P 500 et du Nasdaq 100 dans les versions classiques avec levier, et ça a été réalisé pour répondre à mes propres besoins. Alors bien entendu, c'est taillé sur mesure par rapport à ma stratégie personnelle. Alors, ce que je vous dis également, c'est qu'au-delà du partage de connaissances, un autre avantage que j'y vois pour moi pour faire ce type de publication, c'est de m'imposer une rigueur supplémentaire. Donc dans la présentation des résultats, ce qui rend finalement beaucoup plus simple le tracking d'erreurs pour moi, mais aussi pour vous. Alors maintenant, à partir de ça, chacun pourra en tirer les enseignements en fonction de sa propre approche. Alors pour ma part, j'ai abouti à une conclusion qui me convient parfaitement, mais je préfère pas la partager ici parce qu'elle reflète ma philosophie d'investissement, qui n'est pas nécessairement la même que la vôtre, hein. Bon, chacun a ses propres objectifs, son rapport au risque, ses attentes en matière d'investissement, etc., etc. Alors ce que j'espère néanmoins, c'est que ce travail vous aura guidé dans vos réflexions, comme il a pu me guider dans mes propres réflexions. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça m'encouragera à sortir de l'anonymat, enfin ce type de recherche que je fais généralement pour moi dans mon coin.